Pendant plus de 40 ans, une femme a porté dans l'ombre le poids d'un mythe universel. Alors que le monde entier dansait au rythme envoûtant de One Love et s'émouvait sur les paroles poignantes de No Woman, No Cry, Rita Marley vivait une existence complexe, tissée de contradictions, un amour indéfectible mêlé de trahison, une foi inébranlable face à des épreuves inimaginables, et une résilience qui a défié les balles, la douleur et les attentes. À 79 ans, Rita Marley a décidé de lever le voile sur sa vérité, révélant une histoire qui redéfinit tout ce que nous pensions savoir sur l'héritage des Marley. Comment une femme survit-elle à une tentative d'assassinat pour remonter sur scène, la tête encore bandée, quelques jours plus tard? Comment trouve-t-elle la force de préparer le petit déjeuner pour son mari et sa maîtresse sous le même toit? Et comment porter un héritage qui, bien que mondialement célébré, n'a jamais été pleinement le sien, tout en reposant sur ses épaules? Dans cette exploration, nous plongeons dans les révélations de Rita Marley, une femme dont la vie redessine les contours d'une icône et d'une famille légendaire, tout en offrant un regard profondément humain sur les sacrifices derrière la gloire. Avant que Bob Marley ne devienne une figure planétaire, il n'était qu'un jeune homme des ruelles poussiéreuses de Trenchtown, un quartier pauvre de Kingston, en Jamaïque. Dans les années 1960, Trenchtown était un creuset de créativité et de désespoir. Les baraques en tôle, les rues animées par les rythmes du ska et les tensions sociales formaient un décor brut où naissaient des rêves plus grands que la vie elle-même. Bob, avec sa guitare usée et son regard perçant, portait en lui une vision, utiliser la musique pour parler de justice, d'unité et de rédemption. À ses côtés, dès les premiers instants, se tenait Alpha-Rita Constancia Anderson, connue sous le nom de Rita Marley, une jeune femme dont la force tranquille allait devenir le socle de cette légende. Leur rencontre a eu lieu dans l'effervescence du Studio One, le cœur battant de la scène musicale jamaïcaine. Fondé par Clément Coxon Dodd, ce studio était un sanctuaire pour les artistes émergents, où les mélodies du ska cédaient lentement la place au reggae naissant. Rita, membre des Soulettes, un trio vocal féminin, apportait une énergie vibrante et une voix chaude aux enregistrements. À l'époque, elle était déjà mère d'une petite fille, Sharon, issue d'une relation précédente. Bob, alors un jeune musicien encadrant les Soulettes, était discret mais déterminé. Il n'était pas du genre à déclarer ouvertement ses sentiments. Au lieu de cela, il envoyait des amis parler en son nom, une timidité qui contrastait avec l'audace de ses paroles musicales. Leur connexion, bien que timide au départ, s'est rapidement transformée en un lien profond. Rita voyait en Bob une authenticité rare, un homme dont les rêves dépassaient les limites de leur réalité difficile. Bob, de son côté, accueillait Sharon comme sa propre fille, un geste qui révélait sa capacité à aimer sans condition. En 1966, ils se marient lors d'une cérémonie modeste, le 10 février. Rita n'a que 19 ans, Bob à peine 21. Ce mariage marque le début d'un partenariat qui allait non seulement façonner leur vie, mais aussi changer le cours de l'histoire musicale. Cette même année, un événement spirituel allait bouleverser leur trajectoire. Alors que Bob était aux États-Unis, travaillant dans le Delaware pour subvenir aux besoins de sa famille, Rita restait en Jamaïque. En avril 1966, l'empereur Haïlé Sélassié, figure centrale du mouvement Rastafari, effectue une visite historique sur l'île. Des milliers de Jamaïcains se rassemblent pour voir celui qu'ils considèrent comme une divinité vivante. Rita, présente dans la foule, vit un moment qu'elle décrira plus tard comme transcendant. Elle affirme avoir vu des marques de clous dans les mains de l'empereur, un signe qu'elle interprète comme une confirmation de sa foi rastafarienne. Cette expérience scelle son engagement envers cette philosophie spirituelle, qui prône l'unité, la résistance à l'oppression et une connexion profonde avec l'Afrique. Lorsque Bob revient en Jamaïque, Rita partage cette vision avec lui. Pour Bob, qui cherchait un sens plus profond à sa musique et à sa vie, cette révélation est une épiphanie. Le rastafarisme devient le pilier de leur existence, influençant non seulement leurs croyances personnelles, mais aussi les paroles et le son des chansons de Bob. Des titres comme Get Up, Stand Up et Rasta Road porteront bientôt l'empreinte de cette spiritualité, mêlant appel à la justice sociale et célébration de la liberté spirituelle. Rita n'était pas seulement l'épouse de Bob Marley, elle était une artiste à part entière, dont la contribution au reggae reste souvent sous-estimée. En tant que membre des E-Trees, le trio vocal composé de Rita, Judy Mowat et Marcia Griffiths, elle apportait une harmonie riche et une présence scénique captivante aux performances des Weller. Les E-Trees, formés dans les années 1970, étaient bien plus qu'un simple chœur d'accompagnement. Leur voix, à la fois puissante et mélodieuse, donnait une profondeur émotionnelle aux chansons de Bob, transformant des hymnes comme No Woman, No Cry en expériences universelles. Rita,
avec sa voix chaude et son charisme discret, était le cœur de ce trio, une force qui équilibrait l'énergie brute de Bob sur scène. En coulisses, Rita jouait un rôle tout aussi crucial. Leur maison sur Rope Road, à Kingston, était un centre névralgique pour la communauté rastafarienne et les musiciens des Weller. C'était un lieu où les chansons prenaient vie, où les débats philosophiques s'enflammaient, et où les enfants couraient dans un chaos joyeux. Rita et Bob ont eu 3 enfants biologiques ensemble. Cedella, né en 1967, Ziggy, David, né en 1968, et Stephen, né en 1972. Ils ont également élevé Sharon, la fille de Rita, ainsi que d'autres enfants adoptés ou issus de relations extérieures de Bob. Ce foyer, loin des normes traditionnelles, était un reflet de leur philosophie rastafarienne, une famille élargie, unie par l'amour, la musique et la foi, mais aussi marquée par des tensions et des contradictions. La vie à Hope Road n'était pas facile. La Jamaïque des années 1960 et 1970 était un pays déchiré par la pauvreté, les inégalités et les violences politiques. Les 2 principaux partis politiques, le Jamaica Labour Party, JLP, et le People's National Party, PNP, alimentaient des rivalités qui transformaient les rues de Kingston en zone de guerre. Bob, avec son message d'unité et de résistance, devenait une figure de plus en plus influente, mais aussi une cible potentielle. Rita, en tant que pilier de la famille, devait naviguer dans ce climat de danger tout en soutenant la carrière de Bob et en élevant leurs enfants. Elle gérait les finances, organisait les tournées et maintenait une stabilité dans un environnement souvent chaotique. Après l'attentat, Bob s'exile à Londres pour des raisons de sécurité. C'est là, dans une ville loin des tensions de Kingston, qu'il enregistre Exodus, un album qui sera plus tard qualifié par le magazine Time de meilleur album du XXe siècle. Rita le rejoint, apportant non seulement son soutien émotionnel, mais aussi sa voix aux enregistrements. Les Itries, avec Rita en leur cœur, donnent à des chansons comme Jamming et Three Little Birds une chaleur et une universalité qui touchent des millions d'auditeurs à travers le monde. Cependant, l'exil à Londres marque aussi une évolution dans le mariage de Rita et Bob. La célébrité croissante de Bob attire l'attention de nombreuses femmes, et il ne cherche pas à dissimuler ses relations extra-conjugales. Le rastafarisme, avec sa vision non conventionnelle de la famille et des relations, influence les choix de Bob. Il considère les enfants comme des dons divins et ne voit pas la monogamie comme une obligation. Rita, confrontée à cette réalité, doit redéfinir son rôle. Dans son autobiographie « No Woman, No Cry, My Life with Bob Marley », elle explique avoir appris à voir Bob non plus comme un mari au sens traditionnel, mais comme un partenaire spirituel, un frère, un compagnon de mission. Cette transformation est loin d'être facile. L'une des relations les plus médiatisées de Bob est celle avec Cindy Breakspear, couronnée Miss Monde en 1976. Leur liaison, qui donne naissance à Damian Marley, est un sujet de fascination pour la presse jamaïcaine et un défi supplémentaire pour Rita. Elle raconte avoir parfois partagé des moments domestiques avec Cindy sous le même toit, préparant le petit déjeuner pour Bob et sa maîtresse. Ces moments, empreints de douleur et d'humiliation, révèlent pourtant la force intérieure de Rita. Plutôt que de céder à l'amertume, elle choisit la grâce, guidée par sa foi et sa conviction que son lien avec Bob transcende les conventions. D'autres femmes entrent également dans la vie de Bob, chacune laissant une marque sur la famille Marley. Janet Hunt, Lucy Pounder, Anita Belnavi, Janet Bowen et Pat Williams, parmi d'autres, donnent naissance à des enfants reconnus par Bob, comme Julian, Kimani et Makeda. Rita, en tant que matriarche, accueille plusieurs de ses enfants dans son foyer, les élevant aux côtés de ses propres enfants biologiques. Cette dynamique, bien que complexe, reflète sa capacité à transformer la douleur en compassion, à construire une famille unie malgré les fractures. En 1977, la vie des Marley bascule à nouveau lorsque Bob est diagnostiqué d'un mélanome acrolentigineux, une forme rare de cancer de la peau. Ce qui commence comme une blessure sous un ongle d'orteil devient une menace mortelle. Rita, fidèle à son rôle de pilier, accompagne Bob à travers les traitements, des cliniques alternatives en Allemagne aux hôpitaux de Miami. Elle gère les pressions de la célébrité, les attentes des fans et les responsabilités familiales, tout en soutenant Bob dans ses derniers combats. Les derniers mois de Bob sont marqués par une intimité sacrée. Rita, à ses côtés, lui lave les dreadlocks, lui parle doucement et l'entoure de musique et de prières. L'un des derniers cadeaux qu'il reçoit est une bague de la royauté éthiopienne, censée contenir des reliques du roi Salomon. Bob la porte jusqu'à la fin, un symbole de sa foi et de son lien avec l'Afrique. En mai 1981, à l'âge de 36 ans, Bob Marley s'éteint à Miami,
laissant derrière lui un vide immense et un héritage monumental. Pour Rita, la perte est dévastatrice. Elle décrit la mort de Bob comme une « chute », la perte de son premier amour, de son partenaire, de sa force. Pourtant, elle ne s'effondre pas. Au lieu de cela, elle endosse le rôle de gardienne de l'héritage Marley, déterminée à préserver la musique, le message et la vision de Bob pour les générations futures. La mort de Bob Marley, le 11 mai 1981, marque le début d'une nouvelle épreuve pour Rita. En l'absence de testament, un choix délibéré de Bob en raison de ses croyances rastafariennes qui voyaient la rédaction d'un testament comme une acceptation de la mort, sa succession devient un champ de bataille juridique. Estimée à environ 30 millions de dollars à l'époque, la fortune de Bob comprend non seulement ses droits musicaux, mais aussi une marque en pleine expansion. Selon la loi jamaïcaine, Rita reçoit 10% de la succession immédiatement, 45% sous forme de revenus à vie, et le reste est partagé entre les enfants reconnus. Mais la réalité est bien plus complexe. Bob Marley a officiellement reconnu 11 enfants issus de cette femme différente, et d'autres revendiquent une filiation non confirmée. Des enfants comme Imani Carroll, prétendument sa première fille, ne sont jamais officiellement reconnus par la succession. Makeda Janesta, née quelques semaines après la mort de Bob, grandit loin du cercle familial. L'absence de directives claires ouvre la porte à des litiges interminables impliquant des membres de la famille, des anciens collaborateurs, des producteurs et même des opportunistes. L'une des controverses les plus explosives concerne Rita elle-même. Dans une tentative désespérée de protéger l'héritage de Bob, elle est accusée d'avoir falsifié des documents juridiques avec l'aide de l'avocat de Bob, David Steinberg. Ces documents visaient à transférer des droits d'édition et des parts commerciales à son nom. Lorsque la fraude est découverte, les tribunaux jamaïcains destituent Rita de son rôle de fiduciaire et soumettent la succession à une révision judiciaire complète. Cette affaire jette une ombre sur son image publique et brise la confiance au sein de la famille Marley. Pendant ce temps, d'autres acteurs entrent en scène. Chris Blackwell, le patron d'Island Records, qui avait propulsé Bob sur la scène internationale, est accusé par certains membres de la famille de profiter de l'héritage Marley. D'autres, cependant, le considèrent comme un allié essentiel pour naviguer dans le labyrinthe juridique et commercial. Les enfants de Bob, dont Ziggy, Stephen, Cedella, Julian, Rohan et Damian, doivent eux aussi faire face à la perte de leur père tout en se battant pour leur place dans une famille fragmentée. Beaucoup ont grandi dans des foyers séparés, certains ne se connaissant qu'à peine pendant leur enfance. Les tests ADN et les déclarations sous serment deviennent des outils courants pour prouver la filiation, tandis que des dizaines d'individus à travers le monde revendiquent un lien avec Bob. Les droits musicaux, au cœur de l'héritage Marley, génèrent des millions de dollars chaque année. Des chansons comme Is This Love et Buffalo Soldier continuent de rapporter des redevances, mais les litiges sur les crédits de composition, les parts d'édition et les droits de tournée alimentent des procès en Jamaïque, au Royaume-Uni et aux États-Unis. L'un des conflits les plus marquants concerne la vente du catalogue musical de Bob pour 8,2 millions de dollars, un montant que Rita et ses enfants jugent sous-évalué. Ils portent l'affaire jusqu'au Conseil privé du Royaume-Uni, remportant une victoire qui garantit à chaque enfant un versement d'1 million de dollars à la majorité, tout en laissant à la famille le contrôle principal du catalogue. La famille Marley, bien que célébrée comme un symbole d'unité et d'amour, est marquée par des fractures profondes. Les enfants de Bob, issus de mères différentes, grandissent dans des contextes variés, certains dans l'opulence, d'autres dans l'ombre de la célébrité. Ziggy, Stephen et Damian deviennent des figures majeures du reggae, portant le flambeau musical de leur père. Julian et Kimani explorent des genres comme le hip-hop, tandis que Rohan se tourne vers les affaires et le sport. Cedella, quant à elle, joue un rôle clé dans la gestion de la marque Marley, lançant des initiatives comme la ligne de produits House of Marley, qui inclut des casques audio, des vêtements et des produits écologiques. Rita, en tant que matriarche, devient le ciment qui maintient cette famille disparate unie. Elle élève non seulement ses propres enfants, mais aussi plusieurs des enfants de Bob nés d'autres femmes, comme Julian, Kimani et Karen. Dans son autobiographie, elle confie avoir parfois refusé les rapports physiques avec Bob par peur des maladies, un choix motivé non par le rejet, mais par l'épuisement émotionnel. Elle décrit son rôle comme celui d'une « sœur, mère et ange gardien », une femme qui a transcendé les limites de l'épouse traditionnelle pour devenir une figure spirituelle et protectrice. Pourtant, la dynamique familiale reste complexe. Certains enfants se sentent plus proches de Rita que de leur propre mère biologique. D'autres, comme Makeda, grandissent en marge de la famille, loin de l'empire musical Marley. Les tensions entre frères et sœurs, alimentées par la célébrité, l'argent et les différences d'éducation,
persiste en coulisses. En public, la marque Marley projette une image d'unité, des collaborations musicales, des festivals comme le Reggae Sumfest, et des initiatives philanthropiques comme la Rita Marley Foundation, qui œuvre pour réduire la pauvreté et promouvoir l'émancipation des femmes en Jamaïque et au Ghana. Mais en privé, les blessures de la guerre successorale et les rivalités familiales restent palpables. Aujourd'hui, l'empire Marley est une force mondiale. La musique de Bob continue de générer des dizaines de millions de dollars chaque année, plaçant son nom sur la liste Forbes des célébrités décédées les mieux rémunérées. La marque House of Marley s'étend aux produits de consommation, des écouteurs aux produits à base de cannabis, tandis que Tuff Gong reste un label emblématique du reggae. Rita, désormais à la retraite à Miami, est entourée de ses petits-enfants qui l'appellent affectueusement Nana Rita. Bien qu'elle ne gère plus directement l'héritage, son influence reste indéniable. Elle est la voix des Hitries, l'âme de nos women, nos cry, et la gardienne d'un message qui continue d'inspirer le monde. Pourtant, l'héritage Marley est aussi un fardeau. Les trahisons, les batailles juridiques et les tensions familiales ont laissé des cicatrices durables. Rita, dans ses interviews, parle de Bob avec un respect intact, insistant sur le fait qu'elle n'a jamais été simplement sa veuve, mais sa partenaire éternelle. Cette perspective, empreinte de foi et de résilience, reflète sa capacité à transformer la douleur en force. Elle a survécu à une balle, à la perte de son premier amour, et aux luttes pour préserver un empire. Elle a élevé une famille fragmentée, donné une voix au reggae, et construit une fondation pour aider les plus démunis. L'histoire de Rita Marley est celle d'une femme qui a vécu dans l'ombre d'une légende tout en étant une lumière à part entière. Elle nous rappelle que derrière chaque icône se cache une réalité humaine, imparfaite et profondément complexe. Le refus de Bob Marley de s'engager dans une monogamie traditionnelle était-il une conviction spirituelle ancrée dans sa foi rastafarienne, qui voyait les enfants comme des bénédictions divines, ou une justification pour ses choix personnels? Cette question reste ouverte, mais elle nous invite à réfléchir sur les contradictions qui façonnent les légendes. Rita, par son courage, sa grâce et sa persévérance, nous enseigne que l'amour véritable transcende les conventions. Il peut supporter les tempêtes, transformer la douleur en rédemption, et construire un héritage qui résonne à travers les générations. Son histoire n'est pas seulement celle de la femme derrière Bob Marley, c'est celle d'une survivante, d'une visionnaire, d'une matriarche qui a redéfini ce que signifie être une partenaire, une mère et une gardienne d'un message universel. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a fait réfléchir sur la force des femmes derrière les légendes, prenez un moment pour aimer et partager cette exploration. Et n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres récits qui dévoilent les vérités humaines derrière les mythes. Car derrière chaque icône, il y a une histoire qui mérite d'être entendue, une vérité qui attend d'être questionnée.